L'histoire commence avec ce jeune garçon qui s'entraîne dans la forêt, tandis que son père l'observe depuis un arbre. Le garçon, qui s'appelle Yaiba, en a marre de cet entraînement ordinaire et danse plutôt que de s'entraîner avec son épée. Son père lui dit que la persévérance fait partie de l'entraînement et qu'il gagnera une grande force s'il continue sans s'arrêter. Ils sont aussi accompagnés par un tigre. Cependant, à ce moment-là, un gorille guette Yaiba, et il sent sa présence. Bien qu'il semble être un simple enfant, il est très fort et parvient à résister au gorille en combat. Cependant, sa confiance en lui est mise à l'épreuve. Lorsqu'il tente de l'attaquer avec sa rapidité, le gorille l'attrape dans sa prise et le frappe violemment, le projetant dans les airs. Soudainement, un oiseau apparaît et sauve Yaiba. Cet oiseau est en réalité son ami, ce qui signifie qu'il est ami avec toutes les bêtes de la forêt. Le tigre attaque le gorille pour lui donner un peu de temps. Yaiba descend alors sur lui avec son épée et frappe fort jusqu'à ce qu'il s'effondre. Ainsi, il a remporté le combat de la forêt. Son père descend pour le féliciter et lui dit que dans cette forêt, seuls les plus forts survivent. Mais au même moment, un drame se produit, un groupe de gorilles et d'ours les encercle. Yaiba, qui est excité à l'idée de combattre, se prépare en réalité à fuir. Il s'enfuit rapidement sur le tigre et ne trouve d'autre solution à leur problème que de se cacher dans une boîte de bananes. Yaiba s'amuse, étant couvert de bananes. Son père lui dit qu'il doit fuir avant que les gorilles ne reviennent. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase que la boîte de bananes est fermée, provoquant une nouvelle catastrophe. La boîte est clouée, et ils ne peuvent plus en sortir. Ainsi, ils deviennent des marchandises avec les bananes et sont transportés dans un camion. En même temps, au Japon, à l'aéroport international, une jeune fille attend le retour de son père, qui a remporté le championnat asiatique de kendo. Son père est heureux de voir sa fille, mais il est en même temps en colère d'avoir échoué à vaincre un homme nommé Kenjuro. Il parle du père de Yaiba, car cet homme estime qu'il ne sera pas un véritable champion tant qu'il n'aura pas vaincu Kenjuro. Soudain, un bruit se fait entendre à l'aéroport, et les gens se rassemblent pour voir ce qui se passe. Un individu a frappé tous les agents de sécurité et est entré de force dans l'aéroport. Il s'avère que c'est Yaiba, ce qui signifie qu'il a voyagé avec les bananes jusqu'au Japon. Raizo se sent menacé par Yaiba, qui le voit comme un homme fort et est excité à l'idée de se battre contre lui. Cependant, sa fille l'interrompt et lui demande qui il est. Yaiba lui répond avec fierté, « Je suis Kurogane Yaiba, un samouraï exceptionnel ». Le père de la jeune fille est surpris d'entendre ce nom, mais Yaiba est étonné par l'apparence de la fille. Il n'a jamais rencontré de femme dans sa vie, ne connaissant que les animaux. Il lui demande alors ce qu'elle est. Gênée par sa question, elle lui répond qu'elle est une fille et que son nom est Sayaka. Yaiba est ravi de rencontrer une fille pour la première fois de sa vie et ne perd pas l'occasion de découvrir ce qu'est une fille dans cette vie. Il commence à explorer son corps de manière assez intrusive. Notre héros est le plus stupide que j'ai jamais vu. Cependant, il pousse ses comportements stupides à un point où il tente de soulever la jupe de la fille, ce qui l'a fait le frapper violemment sur la tête, faisant apparaître une bulle de douleur au-dessus de lui. Il est choqué de découvrir que les filles sont encore plus effrayantes que les animaux de la forêt. À ce moment-là, le père de Yaiba apparaît et s'enfuit avec le tigre. Il rencontre alors le père de Sayaka, nommé Raizo, qui est excité à l'idée de combattre Kenjuro et lui dit qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Mais Kenjuro est actuellement occupé avec les gardes et ne peut pas s'arrêter. Il emmène donc Raizo avec lui et demande à Yaiba de les suivre. Ils prennent tous un taxi et s'échappent directement de l'aéroport. Finalement, ils arrivent dans une ville développée du Japon. Kenjuro dit à Yaiba que tout va changer à partir de ce jour. « Voici ta nouvelle maison », lui dit-il. Mais Raizo crie que c'est sa maison. Yaiba ne prête pas attention à leur dispute et entre précipitamment pour explorer la maison, agissant de manière impulsive. Il n'a jamais vu de maison comme celle-ci et était habitué à vivre dans la forêt. Il entre seul dans la maison, mais soudainement, il est arrêté par une vieille femme, qui lui demande qui il est. Comme la vieille a une allure particulière, il pense que c'est un babouin, ce qui met la vieille en colère et elle veut lui inculquer la vraie voix du sabre. Mais notre petit gars ne sait même pas de quoi elle lui parle. Pendant ce temps, à l'extérieur, Raizo se dispute toujours avec Kenjuro, lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'ils resteront seulement un court moment. La vieille femme sort alors et demande à Kenjuro pourquoi il est venu ici. Kenjuro, heureux de voir que sa grand-mère est en vie, lui répond, mais la pauvre femme souffre de sa présence folle. Et en plus, Yaiba continue de l'appeler babouin. Kenjuro explique à sa grand-mère que ce jeune garçon turbulent est son fils, et elle décide de le garder avec eux. Elle l'amène dans la salle d'entraînement, et Yaiba est ravi de voir tous ces samouraïs. À ses yeux, toute personne portant une épée est un samouraï. Kenjuro s'avance alors pour tester les compétences des samouraïs et voir qui est le plus fort parmi eux. Il est confronté à l'un d'eux, et Raizo lui explique qu'il s'agit du meilleur combattant du dojo, nommé Muto. La vieille femme demande à Yaiba s'il est assez fort pour affronter le puissant Muto, et Kenjuro lui répond que si Yaiba gagne, il pourra rester. La grand-mère accepte ce défi. Muto se prépare à utiliser toute sa force et à ne pas sous-estimer ce jeune garçon. Yaiba l'insulte à nouveau en l'appelant babouin et compare cet homme à un gorille qu'il a vaincu dans la forêt, ce qui met Muto en colère. La vieille femme lui rappelle qu'il n'a pas de armure,
mais Yaiba lui répond fièrement que son père lui a toujours dit que seuls les faibles portent des armures, et il n'a jamais perdu contre des babouins, faisant référence à la vieille femme. Elle ne lui prête pas attention et pense qu'il va perdre, mais il commence à se battre. Le combat commence entre Yaiba et Muto, mais Yaiba attaque de manière désordonnée et échoue à frapper Muto, même une seule fois. Il ne se laisse pas décourager et devient encore plus excité à l'idée de combattre un homme aussi fort. Cependant, Muto contre-attaque avec une frappe puissante qui faillit briser son épée, et il continue d'attaquer sans s'arrêter, coinçant Yaiba dans un coin. Pourtant, Yaiba, utilisant sa ruse, parvient à se sortir de ce piège rapidement. Muto se moque de lui en lui disant « Tu te crois dans la forêt, petit ?» Mais cette moquerie est en réalité bénéfique pour Yaiba, car elle lui rappelle une astuce qu'il utilisait pour tromper les animaux de la forêt. Il décide d'utiliser la même technique et tourne le dos à Muto. La vieille femme pense que Yaiba a abandonné et ordonne à Muto de profiter de l'occasion pour le finir. Muto, avec sa stupidité, se lance dans une attaque imprudente, mais Yaiba, se concentrant sur les mouvements de son adversaire, réussit à le tromper et à esquiver son attaque dans la dernière seconde. Il frappe ensuite Muto avec une attaque si puissante qu'il brise son épée et la colle au plafond. Ce garçon possède une force folle. Même Raizo est choqué par la puissance de Yaiba. Ainsi, Yaiba réussit à vaincre Muto uniquement grâce à son instinct. Cependant, après cela, il fait quelque chose de très étrange, il suspend Muto dans les airs, comme un monstre qu'il a capturé. Quand Sayaka lui demande ce qu'il fait, il répond « Dans la forêt, seuls les plus forts survivent ». Mais ce n'est pas tout. Le lendemain matin, des bruits étranges se font entendre depuis le toit de la maison. Yaiba ne perd pas une seconde de sa vie et commence à s'entraîner sur le toit dès le matin. Mais Sayaka le fait tomber du toit en lui criant dessus. Yaiba lui dit qu'il fait jour depuis longtemps, car il est habitué à la vie dans la forêt. Il entre pour prendre son petit déjeuner. Sayaka lui demande pourquoi il y a un tigre avec lui, et il lui répond que c'est son ami. Quand il vivait dans la forêt, il essayait de pêcher du poisson, et ce tigre pensait que c'était une proie facile et voulait le manger. Mais par chance, il a attaqué au moment même où Yaiba levait sa canne à pêche, et il a frappé le tigre, qui est tombé dans la rivière. Ayant peur de se noyer, le tigre a commencé à frapper l'eau, ce qui a fait sortir beaucoup de poissons. Yaiba, l'idiot, a cru que le tigre était venu l'aider à pêcher et l'a fait son ami, lui donnant le nom de Kagetora. Sayaka est complètement choquée de rencontrer la personne la plus idiote du monde. Pendant ce temps, Raizo est surpris de la disparition de Kenjuro, et même la grand-mère ne l'a pas vu ce matin-là. Mais la femme de Raizo trouve un message laissé par Kenjuro, disant qu'il est sorti de la maison et a laissé son fils Yaiba sous leur garde. Yaiba est habitué à ce genre de situation, car son père partait toujours seul, même dans la forêt. Sayaka, pauvre, n'a pas encore mangé à cause des actions légendaires de Yaiba, et le plus grand problème est qu'il a aussi volé sa nourriture. Il lui dit que c'est comme ça que la forêt fonctionne, chasse avant d'être chassé. Sayaka sort pour aller à l'école, mais Yaiba continue de la suivre et lui demande ce qu'est l'école. Elle lui explique que c'est un endroit où beaucoup d'enfants se réunissent pour étudier. Mais Yaiba, étant idiot, pense que l'école est similaire à un entraînement et s'excite en pensant que l'école est remplie d'ennemis forts. Sayaka ne nie pas son idiotie et décide de l'utiliser pour l'empêcher de venir à l'école avec elle. Elle lui dit que des monstres puissants l'attendent là-bas, pensant qu'il aura peur et ne voudra pas la suivre. Mais Yaiba lui répond qu'il viendra toujours avec elle pour la protéger de tout danger. L'idiote se rend compte que son plan a échoué, mais elle essaie de réparer les choses. Yaiba, de son côté, est de plus en plus excité à l'idée de combattre des ennemis forts à l'école. Ils arrivent à l'école, et Yaiba est choqué par le bruit de la cloche. Non seulement il est idiot, mais il est aussi ignorant et ne connaît que la forêt. À ce moment-là, un groupe de filles arrive et elles sont toutes attirées par lui. Yaiba en profite pour apprendre le sexe des filles, les observant comme un médecin, mais à la fin, Sayaka le frappe et le tire par le cou, comme s'il était un déchet. Elle lui demande de retourner à la maison, car il est interdit d'entrer avec elle dans la salle d'entraînement. Mais il refuse, car elle lui a dit que l'endroit est rempli de monstres puissants, donc il ne peut pas la laisser seule ici. Elle est obligée de l'emmener dans la salle d'entraînement avec elle. L'idiot est encore plus excité car il y a beaucoup de samouraïs à cet endroit. Pour lui, toute personne portant une épée est un samouraï. Sayaka part se changer et lui ordonne d'attendre sans faire de bêtises. Mais l'idiot la suit même dans la cabine de changement de vêtements, ne voulant pas rater l'occasion d'explorer le corps de la fille. Sayaka proteste contre cela et le frappe avec tout ce qu'elle trouve, le chassant de la pièce. Il retourne à la salle d'entraînement, mais l'idiot ne peut pas rester en place et part prendre une épée. À ce moment-là, il rencontre un homme chauve qui lui fait une menace. Yaiba recule, effrayé par la puissance de cet homme. Lorsqu'il s'en approche, il ne sent même pas ses pas. Sayaka lui demande de s'arrêter, et il lui demande si cet homme est fort. Elle lui dit que cet homme est un champion mondial, et c'est alors que Yaiba se réchauffe et le défie dans un vrai combat. Mais cet homme lui répond, « Pourquoi devrais-je me battre contre un petit garçon ?» Yaiba commence à tourner autour de lui et à faire des mouvements étranges, croyant toujours qu'il est dans la forêt. Quand le dos de l'homme devient exposé, Yaiba profite de l'occasion pour attaquer,
mais l'homme, étant vraiment fort, esquive son attaque avec un mouvement impressionnant et parvient en même temps à faire tomber l'épée de Yaiba. Yaiba est encore plus excité à l'idée de le combattre. Cet homme chauve s'appelle Onimaru Takeshi, et c'est ainsi que débute la rivalité entre Yaiba et cet homme. Ensuite, on voit Onimaru s'entraîner tout seul chez lui. On apprend qu'il vit seul mais qu'il garde contact avec sa sœur qui habite dans une autre ville. Il la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter pour lui, qu'il a l'habitude de vivre tout seul. Il lui parle du championnat du monde qui approche et dit qu'il est très bien préparé, et qu'il gagnera comme à chaque fois. On découvre qu'il a déjà remporté de nombreux tournois, c'est clairement un combattant professionnel. Il lui demande de saluer leur grand-père et dit qu'il les reverra bientôt. Retour à l'école. Sayaka dit à Yaiba qu'elle veut qu'il la laisse tranquille et essaie de le chasser. Mais il insiste pour entrer avec elle en classe. Il se met à courir pour la devancer mais finit par heurter Onimaru. Il est très agacé de le revoir. Il lui redemande son nom, et Onimaru répond qu'il s'appelle le champion Onimaru. Yaiba le provoque et lui demande de l'affronter. Onimaru refuse et lui dit qu'il ne se bat pas contre les enfants et les faibles. En partant, Yaiba continue de le provoquer. Yaiba finit par s'énerver et attaque, mais comme d'habitude Onimaru esquive et lui donne un puissant coup de pied qui le projette au sol. Avant de partir, il lui dit qu'il lui faudra s'entraîner 100 ans pour atteindre son niveau. Sayaka va voir Yaiba et lui demande d'arrêter de le provoquer. Onimaru n'a pas de temps à perdre avec lui, il a un tournoi bientôt. Elle dit qu'il n'a pas le temps pour un gamin idiot comme lui. Yaiba, lui, se met à rire. On sent qu'il a une idée derrière la tête pour forcer Onimaru à l'affronter. On voit ensuite Sayaka au dojo, elle s'étonne de ne pas voir Yaiba avec elle comme d'habitude. Elle ne sait pas où il est et pense qu'il prépare un sale coup. De son côté, Onimaru est énervé, il ne retrouve plus son équipement d'entraînement. Ses camarades lui disent avoir vu ses affaires éparpillées dans toute l'école. Il trouve alors un message de Yaiba qui lui avoue être responsable, en plus de l'insulter. Onimaru se met en colère et dit que ce garçon ne lâchera jamais l'affaire. Il promet que s'il le voit, il lui transformera la tête en frites croustillantes. Il part récupérer son matériel. Il trouve la première pièce, mais elle est attachée à une corde reliée à un seau d'eau qui doit lui tomber sur la tête. Heureusement, il remarque le piège à temps et l'évite. Il dit que les pièges débiles de Yaiba ne marcheront pas sur lui. Il continue à chercher et trouve la deuxième pièce. Alors qu'il court pour la ramasser, Yaiba lui a encore tendu un piège. Il trébuche sur une corde qui doit faire tomber des casiers sur lui, mais il esquive encore. Quand il ramasse la pièce, il découvre une flèche en dessous, prête à lui transpercer le visage, mais il l'évite au dernier moment. Il dit que ce garçon joue au plus malin et ne compte vraiment pas abandonner. Onimaru arrive sur le toit après avoir récupéré plusieurs pièces. Yaiba l'attend, étonné qu'il ait mis autant de temps. Onimaru lui dit de lui donner la dernière pièce, qu'il en a marre. Yaiba lui dit qu'il devra le combattre s'il la veut. Onimaru refuse encore une fois, affirmant qu'il ne se battra jamais contre un minable comme lui. Yaiba jette alors la pièce, et Onimaru se précipite pour la rattraper. Yaiba tente de le faire trébucher avec un coup de pied, mais Onimaru se rattrape de justesse. Il saisit son masque avec habileté et atterrit au sol sans se faire mal. Mais pas le temps de respirer, un piège est encore là, creusé sous terre, et il tombe dedans. Yaiba le rejoint et lui demande s'il a changé d'avis. Onimaru lui répond qu'il ne reviendra jamais sur ses paroles et qu'il n'affrontera pas un gamin pathétique. Yaiba lui dit de se débrouiller seul maintenant, puis referme le trou et s'en va. Le soir venu, Sayaka affirme que Yaiba est devenu fou. On le voit sur le toit, en train d'aboyer comme un idiot. De son côté, Onimaru est chez lui, entouré de pigeons, toujours énervé contre Yaiba pour tout ce qu'il lui a fait. Il décide de se venger et de lui donner une bonne correction. Sans perdre de temps, Onimaru se rend chez Yaiba. Il croise Sayaka qui lui demande ce qu'il fait là. Il lui répond qu'il vient défier Yaiba. Elle lui dit que Yaiba n'est pas à la maison pour l'instant. En marchant, Onimaru appuie par erreur sur la queue du tigre, ce qui l'énerve. Le tigre attaque, mais Onimaru parvient à le maîtriser et le domine. La grand-mère de Sayaka arrive, le gronde et lui dit que ce qu'il fait n'est pas bien, surtout devant des invités. Il lui répond de le laisser tranquille, mais elle saute sur son épée et lui dit qu'il a encore beaucoup de faiblesses à travailler. Elle affirme que quelqu'un comme lui pourrait le vaincre facilement. Elle ajoute que s'il veut savoir où est Yaiba, il le trouvera chez lui. Au même moment, Yaiba est justement arrivé chez Onimaru, à la recherche de ce dernier. Il remarque que son ami Oiseau se retrouve dans la maison de son rival. Yaiba et l'Oiseau sont contents de se retrouver, étant donné qu'ils se sont séparés depuis la forêt. Yaiba monte sur son oiseau, et part faire un tour dans les airs. Dès que Onimaru arrive chez lui, il les aperçoit, puis découvre que la nourriture des pigeons a disparu. Ces pigeons sont tristes car ils n'ont rien à manger. En même temps, Yaiba rentre chez lui et découvre que le tigre s'est fait battre par Onimaru. Les deux garçons s'énervent. Chacun décide de se venger. Ils se mettent à courir dans tous les sens et finissent par se croiser devant un temple touristique. Ils décident de se battre immédiatement. Un policier tente de les arrêter, mais il l'ignore complètement et commence leur combat. Yaiba réussit à le surprendre avec un coup de pied en plein visage.
Onimaru s'énerve et lui demande de se battre avec son sabre au lieu d'utiliser des ruses de lâche. Le combat devient intense. Ils se battent violemment dans le temple. Chacun utilise toute sa force. Leur puissance est telle que le temple commence à s'effondrer complètement sur les visiteurs. Les deux combattants, concentrés uniquement sur leur duel, ignorent les dégâts qu'ils causent. Après avoir détruit le temple, ils poursuivent le combat dans la rue. Ils montent sur un bus et continuent de se battre comme si de rien n'était. Yaiba saute sur un camion chargé de bois, saisit les planches une par une et les lance sur Onimaru. Ce dernier casse toutes les planches, mais découvre ensuite que Yaiba a disparu. Il réapparaît derrière lui, debout sur un morceau de bois brisé, et attaque avec un puissant coup de sabre. Onimaru anticipe l'attaque et part le coup. Yaiba semble entrer dans une rage folle, comme s'il devenait un zombie. Il mord Onimaru à la tête. Onimaru explose de colère et frappe au hasard. Yaiba esquive son attaque, puis lui écrase un sabre en bois sur le visage. Onimaru s'effondre. Yaiba saute de joie, convaincu d'avoir enfin gagné. Il bondit partout comme un singe jusqu'à ce qu'il percute un panneau publicitaire dans la rue. De retour à la maison, Sayaka le soigne. Sa grand-mère arrive, constate l'état de Yaiba et lui dit qu'il a mené un combat très violent. Elle l'accuse d'avoir triché en mordant Onimaru. Yaiba répond que seule la victoire compte. Elle lui reproche son manque de loyauté. Yaiba se souvient alors qu'Onimaru lui avait demandé un combat loyal, uniquement au sabre. Il promet qu'il gagnera le prochain combat avec honneur. Il grimpe sur le toit de la maison et appelle le tigre et l'oiseau pour s'entraîner. Il ferme les yeux et leur demande de l'attaquer afin qu'ils puissent anticiper leurs mouvements. Sayaka est étonnée par cette méthode d'entraînement. Sa grand-mère lui explique que cette technique s'appelle Shingan et qu'elle permet de développer les sens et la perception pendant un combat. Grâce à elle, Yaiba pourra prédire les mouvements de ses adversaires. Elle précise qu'il avait utilisé cette technique contre Muto et qu'il l'avait vaincu en un seul coup. À l'heure du déjeuner, on le voit les yeux fermés, essayant de deviner les plats posés devant lui. Pendant ce temps, Onimaru continue de s'entraîner. L'image de Yaiba le hante, comme un cauchemar. Il se réveille en sursaut et réalise qu'il rêvait encore de lui. Il se relève aussitôt pour reprendre l'entraînement. Durant ces exercices, il refuse d'admettre qu'il a réellement perdu contre Yaiba. Dans un accès de colère, il casse un pilier de sa maison avec son sabre en bois. En tombant, le pilier révèle un passage secret. Onimaru décide d'explorer ce tunnel mystérieux. Il découvre une salle remplie de statues étranges. Au centre se trouve une statue imposante et un sabre au design particulier. Il comprend que la statue représente le roi du vent et que ce sabre lui appartenait autrefois. Il entend une voix lui dire qu'il est l'héritier légitime du roi du vent et qu'il doit prendre ce sabre immédiatement. La voix lui promet qu'en le saisissant, il obtiendra une puissance immense. Ce sabre est présenté comme le plus grand sabre de samouraï de l'histoire. Onimaru, rempli de joie, s'empare du sabre, convaincu que c'est sa chance de vaincre Yaiba au prochain combat. Une énorme énergie magique s'échappe du sabre. Le sol tremble. Son apparence commence à changer. Il se transforme peu à peu en démon, des cornes poussent sur sa tête. Le sabre du roi du vent a-t-il réveillé un côté obscur en lui? Est-il devenu un véritable méchant? Réussira-t-il à vaincre Yaiba? Dans une ambiance sombre, Onimaru sortit du sous-sol, avec un sourire assez glauque sur le visage. Il est content d'avoir mis la main sur l'épée du vent. Non seulement chaque mouvement pouvait être accompagné d'une aura d'épée tempétueuse, mais sa puissance dépassait l'entendement humain. Un seul coup d'épée pouvait même fendre un bâtiment en deux. D'un autre côté, l'épée de la foudre vient de s'éveiller suite à l'éveil de celle du vent. Pendant tout ce temps, Yaiba ignorait encore tout de l'épée du dieu du vent, et ce qui allait lui arriver. Il se concentrait sur ses entraînements, et sa progression était très surprenante. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait vaincu Onimaru. Pendant ces jours, il n'avait pas revu son adversaire à l'école. Jusqu'à ce qu'Onimaru réapparaisse, transformé en véritable démon, avec 2 cornes sur la tête. Il crie alors à Yaiba de venir se battre. Ravi de cette proposition, Yaiba grimpe sur le bord de la fenêtre et s'élance sur Onimaru. Soudain, Onimaru dégaina son épée, ce qui surprit Yaiba. D'un coup, il voit son visage se faire entailler. Il dit à Onimaru qu'il triche, mais ce dernier le trouve pitoyable. L'utilisation de ce sabre par Onimaru surprit tous les élèves. Franchement, Yaiba n'aurait jamais cru que ce sale type oserait utiliser une vraie épée. À ce moment-là, sans même invoquer la puissance du dieu du vent, la simple tranchant de l'épée du dieu du vent suffisait à tout découper comme du beurre. Par chance, un tuyau d'acier surgit à côté de Yaiba, qu'il utilisa pour remplacer son épée en bois, brisée par un coup. Aux yeux d'Onimaru, cela semblait ridicule, comment un simple tuyau d'acier pourrait-il bloquer l'épée du dieu du vent? La seconde suivante, un coup d'épée, si rapide que l'œil nu ne pouvait le suivre, fondit sur lui. Heureusement, Yaiba ne tenta pas de parer directement avec le tuyau, mais esquiva instinctivement le coup. Cependant, continuer ainsi n'était pas une solution, car il ne pouvait absolument pas discerner les mouvements de l'épée de son adversaire. Si je ne peux pas voir, alors je ressentirai avec mon esprit. Face à un ennemi aussi puissant, Yaiba ferma volontairement les yeux. En réalité, ces derniers jours, il s'était entraîné intensément à développer ce qu'on appelle l'œil du cœur, une technique permettant de ressentir l'aura de l'ennemi,
de prédire son prochain mouvement et d'agir en conséquence. Les épéistes maîtrisant cette technique créent une sorte de barrière mentale. Dans cette zone, ils peuvent percevoir toute attaque ou tentative d'embuscade. Et le talent de Yaiba était indéniable. Non seulement il pouvait anticiper les attaques, mais il parvenait aussi à parer chaque coup de l'épée du dieu du vent avec l'angle parfait, tout en protégeant son arme improvisée de la destruction. En un instant, il réussit même à repousser Onimaru, qui tenait pourtant l'arme légendaire. Mais à ce stade, il avait atteint ses limites. Onimaru commença alors à invoquer la véritable puissance de l'épée du dieu du vent. Malgré la distance qui les séparait, Yaiba ressentit une menace mortelle. La seconde suivante, une tempête déchaînée jaillit de la lame. Yaiba, incapable de réagir, fut projeté contre le mur derrière lui. Plutôt que de l'achever immédiatement, Onimaru lui ordonna de ramasser son tuyau et de continuer le combat. Après avoir encaissé cette attaque, Yaiba comprit que la force qu'il venait de subir était celle du vent. La seule chose qu'il pouvait faire était de trancher ce vent de toutes ses forces. Mais lorsqu'il tenta de frapper la lame de vent, il ressentit une profonde impuissance. La tempête plia facilement son tuyau d'acier, et Yaiba fut de nouveau projeté en arrière. Les élèves commencent à craindre pour la vie du garçon, se demandant où sont passés les profs. Alors qu'Onimaru compte en finir avec une puissante attaque, Sayaka l'arrête, disant que le combat est terminé, mais il lui dit de se taire et de vite partir. Pour faire passer le message, Onimaru attaque ses camarades avec un coup de vent. Yaiba, déterminé, répondit « Je n'ai peur de rien ». Pour mettre un point final à Yaiba, Onimaru lui balance une puissante attaque de vent, qui découpe en deux le bâtiment, mais Yaiba parvient à s'échapper grâce à son ami oiseau. Après avoir échappé de justesse à la mort, Yaiba ne ressentait aucune gratitude. Au fond de lui, il n'éprouvait que de la frustration face à sa propre faiblesse. Il savait qu'avec sa force actuelle, il ne pouvait pas vaincre Onimaru. Sayaka et les autres, inquiets, observaient la scène. À ce moment, Kenjuro, qui avait disparu, réapparut soudainement. Il félicita son fils, « Tu as beaucoup progressé cette fois-ci. » Ce n'est qu'après avoir raconté les événements de la journée que Yaiba apprit de son père que l'épée brandie par Onimaru était l'épée du dieu du vent, une arme légendaire. Et pour contrer cette épée, il fallait trouver l'épée du dieu du tonnerre, une arme de même rang. Cette épée divine maîtrise la puissance de la foudre. On dit que celui qui la tient peut invoquer des nuages sombres couvrant le ciel, et que la foudre obéit aux ordres de l'épéiste. Cependant, soulever ne serait ce que l'épée du dieu du tonnerre demande des années d'entraînement. Mais Yaiba n'en avait cure. Puisqu'il savait maintenant comment vaincre Onimaru, il était déterminé à obtenir cette épée. Voyant l'obstination de son fils, Kenjuro n'eut d'autre choix que de révéler l'emplacement de l'épée du dieu du tonnerre. Selon lui, l'épée se trouvait au mont Tengu, gardée par un vieil homme nommé Miyamoto. Sayaka, surprise, s'exclama, le mont Tengu? Mais c'est juste ici, dans la ville. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle remarqua le sourire malicieux de Yaiba. Le lendemain, comme prévu, Sayaka fut forcé de l'accompagner. Yaiba ignorait où se trouvait le mont Tengu, alors il demanda à Sayaka de le guider. Le mont Tengu n'était pas loin. Les deux y arrivèrent rapidement. Mais Sayaka restait sceptique, se demandant si quelqu'un vit dans une forêt aussi dense et isolée. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un vieil homme, caché dans les arbres, observait chacun de leurs mouvements. À l'heure du déjeuner, Yaiba chassa un sanglier. Pour un garçon élevé dans la forêt, c'était une tâche banale. Mais l'odeur du sanglier rôti attira le vieil homme. Profitant d'un moment d'inattention de Yaiba, il vola le sanglier et le dévora en moins de 2 secondes et demie. Sayaka, se souvenant de quelque chose, murmura, « Et si cet homme était le Miyamoto dont parlait Kenjuro ?» Sans perdre de temps, Yaiba demanda au vieil homme où se trouvait l'épée du dieu du tonnerre. À leur grande surprise, après avoir compris leurs intentions, le vieil homme les conduisit volontairement à son dojo. Il n'avait jamais caché l'emplacement de l'épée du dieu du tonnerre. Au cours des 400 dernières années, de nombreux épéistes étaient venus défier Miyamoto Musashi pour s'emparer de l'épée. Tous, sans exception, avaient échoué. Cette épée ne pouvait être maniée que par le guerrier légendaire de la prophétie. Miyamoto ne croyait pas qu'un gamin comme Yaiba puisse soulever l'épée du dieu du tonnerre. Sayaka, quant à elle, aperçut l'épée divine, plantée dans une falaise. Elle s'approcha, pensant qu'il suffirait de la prendre pour rentrer chez elle. Mais au moment où elle toucha la poignée, un éclair terrifiant s'abattit du ciel. Miyamoto éclata de rire, ceux qui osent toucher cette épée sans respect sont foudroyés par le ciel. Partez, maintenant. Mais il ne remarqua pas que, pendant leur conversation, Yaiba s'était approché de l'épée. Étrangement, il ne fut pas frappé par la foudre comme Sayaka. Au contraire, avec un léger effort, il parvint à retirer l'épée. Miyamoto, stupéfait, savait que même lui n'avait jamais réussi à extraire l'épée du dieu du tonnerre. Est-ce possible que ce gamin soit le guerrier légendaire que j'attends depuis 400 ans? Et si c'est le cas, ce monde est fini. Plus personne ne pourra arrêter le démon. Le destin de l'humanité repose sur mes épaules. Puisqu'il en est ainsi, je vais entraîner ce gamin pour en faire le plus grand guerrier du monde. Après avoir obtenu l'épée du dieu du tonnerre, Yaiba voulut immédiatement essayer de déclencher un éclair. Mais en brandissant l'épée,
il réalisa qu'il était incapable de la contrôler. Miyamoto lui dit, « Petit morveux, tu n'es pas encore digne. Pour manier l'épée du dieu du tonnerre, il faut un esprit capable de vaincre le dieu du tonnerre lui-même. » Yaiba, refusant d'accepter ces paroles, déclara qu'il ne perdrait jamais contre un soi-disant dieu du tonnerre. Il saisit à nouveau l'épée et provoqua le dieu du tonnerre dans son esprit, en lui demandant de se battre contre lui. Le dieu prend possession de son corps, et commence à se déchaîner comme un fou. Alors qu'il lance la foudre sur le vieux, ce dernier esquiva son coup et le neutralise avec une simple branche d'arbre. D'un autre côté, l'apparition soudaine de l'épée du dieu du tonnerre rendit l'épée du dieu du vent instable. Onimaru, grâce à un parchemin secret de sa famille, apprit l'existence de l'épée du dieu du tonnerre. Son prochain objectif était de s'en emparer. Pendant ce temps, Yaiba se réveilla. Il venait de provoquer le dieu du tonnerre, mais son esprit n'était pas assez fort pour résister à l'épée, qu'il avait submergée. La transformation démoniaque d'Onimaru était due à ses émotions négatives, amplifiées à l'extrême par l'épée du dieu du vent, le rendant incontrôlable. Même avec l'épée du dieu du tonnerre en main, Yaiba n'était pas encore capable de vaincre Onimaru. Mais Yaiba se moquait de ces détails. Tout ce qu'il voulait, c'était triompher du dieu du tonnerre, puis battre Onimaru. On voit ensuite Onimaru exécuter une incantation pour invoquer les 8 démons serviteurs du roi du vent. Lorsqu'ils apparaissent, il leur demande de l'aider à retrouver l'épée du roi du tonnerre. Les 8 démons invoquent à leur tour leurs propres serviteurs et se divisent en groupes pour fouiller différents endroits à la recherche de l'épée. Onimaru les avertit que s'ils échouent, il les éliminera tous. On revient alors à Yaiba, qui s'entraîne avec Miyamoto. Son premier exercice est de marcher sur l'eau, mais dès qu'il essaie, il tombe immédiatement. Le vieux rit de lui, ce qui énerve Yaiba, qui s'exclame « T'es débile ou quoi? Personne ne peut marcher sur l'eau ». Miyamoto lui répond que c'est possible s'il allège son corps et son esprit pour qu'il devienne aussi léger que le vent. Il lui montre l'exemple en marchant avec agilité et rapidité sur l'eau sans tomber. Yaiba lui demande s'il pourra un jour atteindre ce niveau, et Miyamoto lui dit que oui, s'il se concentre. Yaiba réessaie, mais échoue encore. Sayaka, agacée, décide d'aller préparer le dîner pour se rendre utile. Pendant ce temps, au Parlement de Tokyo, en pleine réunion ministérielle, la porte est brisée par Onimaru et son armée de démons. Il déclare qu'il est leur nouveau dirigeant et qu'ils doivent tous se soumettre à lui. La police, pensant qu'il est fou, lui tire dessus, mais il bloque les balles avec son bouclier, puis utilise son épée pour dévaster tout le Parlement. De retour à Yaiba, on voit qu'il a échoué à son premier entraînement. Miyamoto lui dit qu'il manque de patience et qu'il est aussi impulsif que son père, Kenjuro. Yaiba lui demande si son père était vraiment fort, et Miyamoto lui répond que c'était le plus grand samouraï, un génie de l'épée, doté d'une compétence qui n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans. Mais il avait un gros défaut, il n'écoutait jamais personne et faisait toujours ce qu'il voulait. Ensuite, Miyamoto fabrique un fourreau pour l'épée du roi du tonnerre. Il conseille à Yaiba de ne pas laisser ses muscles agir avant son cerveau, et de toujours réfléchir avant de prendre une décision. Il ajoute qu'ils ne mangeront pas tant que Yaiba n'aura pas réussi à marcher sur l'eau. Sayaka, qui prépare le dîner, entend quelqu'un appeler dehors. Elle sort et voit une jolie fille accompagnée de l'un des 8 démons invoqués par Onimaru. Il lui demande poliment si elle connaît quelque chose sur l'épée du roi du tonnerre. Ils ne révèlent rien sur eux-mêmes. Sayaka, en toute confiance, leur dit que Yaiba est en entraînement avec Miyamoto et qu'ils viendront bientôt manger. Elle les invite à patienter à l'intérieur. Quand Yaiba et Miyamoto arrivent, Sayaka dit à Miyamoto que la jolie fille demandait après lui. Miyamoto rougit dès qu'il la voit. Mais le démon masqué, dès qu'il voit l'épée avec Yaiba, l'attaque avec sa langue et le projette. Il lui ordonne de lui remettre l'épée. Il se présente ensuite comme 2 des 8 démons, le démon tortue s'appelle Giroda, et la démone s'appelle Julius. Yaiba et Sayaka éclatent de rire à cause de leurs noms étranges et de leur apparence bizarre. Les démons, vexés, invoquent leurs sbires. Sayaka, voyant leur nombre augmenter, dit à Yaiba d'arrêter de rire car la situation devient sérieuse. Mais Yaiba continue de rire comme un idiot, puis se jette dans la bataille en riant. Étonnamment, malgré son rire, il frappe ses ennemis un par un. On découvre que c'est une technique du rire, qui sert à provoquer et déconcentrer ses adversaires pour mieux les vaincre. Miyamoto est impressionné par les nombreuses techniques de combat que Yaiba maîtrise. Il dit que c'est exactement le genre de samouraï légendaire qu'il recherchait. La démone Julius, furieuse, attaque Yaiba, mais Miyamoto intervient à temps pour le sauver et lui dit d'arrêter de rire bêtement et de se concentrer sur le combat. Pendant ce temps, un groupe de démons entoure Sayaka pour l'attaquer. Elle les avertit de ne pas la sous-estimer parce qu'elle est une fille, car elle maîtrise aussi de puissantes techniques de combat. L'un des démons la saisit, mais elle se met en colère, et lui donne une raclée mémorable. Le démon Geroda attrape Yaiba par les jambes, le traîne au sol et lui brise son épée en bois. Il tente alors de lui arracher de force l'épée du roi du tonnerre, forçant Yaiba à la sortir de son fourreau. Malheureusement, dès que l'épée est dégainée, on voit Yaiba commencer à se transformer, des éclairs et du tonnerre jaillissent de larmes. Miyamoto court vers lui et lui assène un coup sur la tête pour qu'il perde connaissance. Mais cette fois, Yaiba se relève de nouveau,
attaque avec l'épée du roi du tonnerre et donne un coup si puissant qu'il met littéralement le feu à la maison de Miyamoto. Il se met ensuite à attaquer tout ce qui se trouve autour de lui, sans faire aucune distinction. On le voit totalement hors de contrôle, enragé, s'attaquant au démon Geroda pour le tuer. Heureusement, Miyamoto intervient à la dernière seconde et bloque son coup. Il dit alors au démon, faisons une trêve pour l'instant, le temps de ramener Yaiba à son état normal. Si on l'affronte sous cette forme, on ne pourra rien faire, il nous éliminera tous. Ils coopèrent donc, et un combat intense éclate entre Yaiba, Miyamoto et le démon Geroda. Mais la puissance de Yaiba est telle qu'ils ne peuvent rien faire contre lui. Miyamoto élabore alors un plan, faire diversion pendant que Geroda attire l'attention de Yaiba, puis bondir sur lui d'en haut pour lui asséner un coup assez fort pour le faire s'évanouir. Geroda passe à l'attaque, attrape l'épée de Yaiba avec sa langue, tandis que Miyamoto saute depuis les airs et tente de le frapper violemment. Yaiba anticipe l'attaque et la bloque, mais le choc est si fort que la pierre magique de l'épée du roi du tonnerre se détache et tombe. L'épée perd alors toute sa puissance, et Yaiba retrouve son état normal, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Miyamoto enlace Geroda, mais tous deux se rappellent qu'ils sont censés être ennemis. Ensuite, Yaiba décide de continuer à combattre les démons. Juste avant d'attaquer Geroda, il se rend compte que la pierre magique a disparu. Il découvre qu'elle est entre les mains de Sayaka. La démone Julius tente de la lui prendre, et finit par réussir. Elle demande à Yaiba de lui remettre l'épée, et ordonne à Geroda de les éliminer. Mais Geroda, reconnaissant envers Miyamoto qu'il a sauvé de la mort, refuse de les attaquer. Julius le traite alors de lâche et tente de le tuer. Yaiba s'interpose, le défend et lui dit de s'enfuir avant qu'il ne soit obligé de le tuer lui-même. Yaiba provoque ensuite Julius en lui disant « Si tu veux l'épée, viens la chercher » et s'enfuit en courant dans la forêt. Elle le poursuit, folle de rage. Dans la forêt, Yaiba affronte plusieurs démons et les élimine tous. Un combat féroce s'engage alors entre lui et Julius. À chaque tentative d'attaque de Yaiba, Julius bloque son coup et le repousse. Fidèle à lui-même, Yaiba refuse d'abandonner et lance une 15e attaque, qu'elle part une nouvelle fois, le projetant au loin. Cette fois, son épée lui échappe et se met à tourner dans les airs. Yaiba s'étonne de ce mouvement circulaire. Deux autres démons surgissent pour l'attaquer, mais Yaiba leur lance son épée tournoyante, qui brise leurs armes et les projette contre les arbres. Ravi, Yaiba comprend que ce mouvement rotatif est une nouvelle technique. Miyamoto s'en rend compte lui aussi. On voit ensuite Yaiba courir à travers la forêt, traquant les démons et les battant les uns après les autres. Lorsqu'il les a tous éliminés, il remarque que Julius tente de s'échapper. Il court sur l'eau pour lui bloquer la route de l'autre côté, sans même se rendre compte qu'il a appris la technique de marche sur l'eau sans effort. Dans les airs, prêt à attaquer, Julius tente de bloquer son coup. Mais Miyamoto lui crie d'utiliser la technique du cyclone dans son attaque. Yaiba applique la technique et frappe Julius de plein fouet, la coupant littéralement en deux. Il récupère la pierre magique et découvre que Julius, avant de devenir une démone, était en réalité un serpent. Il la menace en lui disant « Si tu reviens, je te ferai griller et je te mangerai ». Le soir, alors qu'ils sont réunis, il regarde le téléphone de Sayaka et voit qu'Onimaru a envahi le Parlement et déclaré vouloir dominer le monde. Ils comprennent que ce genre d'action vient du démon du roi du vent. Motivé, Yaiba décide de maîtriser complètement l'épée du roi du tonnerre pour l'affronter et le vaincre. Miyamoto leur dit alors que la solution se trouve sur une île appelée Ganryu, où ils trouveront le moyen de contrôler l'épée. La nuit, Yaiba, allongé, regarde l'épée avec enthousiasme et se demande s'il arrivera un jour à la maîtriser. Le lendemain matin, ils commencent leur voyage vers l'île de Ganryu. En chemin, une étrange abeille volante les surveille de loin. Que va-t-il se passer sur cette île mystérieuse? Et qui est cette abeille qui les observe depuis les airs? Onimaru, après avoir attaqué le Parlement, le transforme complètement à sa manière et commence à parler. Il ne pense pas que l'épée Raijin soit en la possession de Yaiba, car il ne pense pas qu'un petit enfant comme lui puisse jamais maîtriser le Raijin. Un monstre ressemblant à une araignée, également l'un des 8 grands démons, apparaît. Son pouvoir repose sur la science-fiction, ce qui le rend extrêmement compétent avec les ordinateurs, les laptops et la technologie en général. L'homme araignée, en diffusant un live sur son ordinateur, annonce qu'Onimaru-sama, pour le moment, l'un des grands démons est en train de se battre contre eux. Une télévision s'allume devant Onimaru, montrant l'homme limace, l'un des 8 grands démons, qui combat l'équipe de Yaiba. Onimaru s'étonne que l'homme limace se batte tout seul. L'homme araignée explique que l'homme limace est arrivé en retard, raison pour laquelle il combat seul. Onimaru ajoute que leur homme serpent est mort et que ce démon grenouille a rejoint leur ennemi. L'homme araignée, paniqué, affirme que c'est juste une partie de leur plan, chef. Sayaka et les autres, après avoir été frappés, tombent dans un tas de sel. Sayaka a soudain une idée. Yaiba saute pour essayer de combattre l'homme limace. Miyamoto lui crie d'utiliser son sabre. Tous les autres jettent un énorme tas de sel sur l'homme limace. Yaiba utilise son sabre sur le sel, provoquant une explosion qui projette le sel sur l'homme limace. Cela cause une réaction massive chez l'homme limace, car le sel est sa plus grande faiblesse. Après l'explosion, le sel retombe sur lui,
et l'homme limace perd ses pouvoirs, se transformant en une simple limace normale. L'homme limace, devenu tout petit, s'excuse en disant qu'il s'est un peu égaré, puis s'enfuit. Onimaru s'adresse aux 8 grands démons, critiquant leur force et espérant qu'ils ont mieux préparé leur prochaine stratégie. L'homme araignée rassure qu'il ne faut pas s'inquiéter, son plan est prêt et ne ratera pas sa cible. Des humains, manipulés par les monstres des 8 grands démons, tentent de piéger Yaiba et son équipe pour voler le Raijin. Yaiba et les autres, après avoir vaincu des monstres, avancent, affamés et avec une forte envie de se laver. Un homme apparaît et leur annonce qu'ils sont la millionième à passer par ce chemin, les invitant dans un hôtel pour célébrer. Sayaka précise qu'ils n'ont pas d'argent. L'homme répond que tout est gratuit. Ces humains sont en réalité manipulés par les monstres pour voler l'épée. Tout le monde arrive dans une source chaude. Yaiba, en se baignant, utilise son sabre pour marcher en équilibre sur l'eau, s'amusant énormément. Quelqu'un les observe en cachette, un autre monstre des 8 grands démons. Sayaka, qui prend du plaisir à se baigner, est également observée discrètement. Lorsqu'elle s'en rend compte, elle vérifie, mais ne voit personne, puis accuse Yaiba et les autres d'être des pervers. Yaiba s'entraîne avec son sabre, s'amusant beaucoup, quand Sayaka lui jette une bassine sur la tête et lui crie d'arrêter de la regarder, menaçant de lui casser la mâchoire. Yaiba, confus, ne comprend pas ce qui se passe. Miyamoto propose une épreuve malicieuse à Yaiba, un concours pour grimper un mur. Yaiba, excité, escalade sans réfléchir, déclarant qu'il va gagner. En bas, Sayaka, Kagetora et Shunosuke tiennent un tuyau d'eau et l'arrosent. Yaiba flotte sur le jet d'eau. Sayaka remarque qu'il n'abandonne pas facilement. Il bloque l'eau, faisant tomber Yaiba. Miyamoto, malgré son âge, est plein d'énergie. En regardant à travers un mur, il aperçoit Sayaka prête à lui donner une claque. Au dîner, Yaiba, de mauvaise humeur, se plaint de n'avoir qu'un minuscule morceau de viande. Sayaka explique que c'est parce qu'il l'a espionné dans la salle de bain. Miyamoto porte une marque rouge de 5 doigts sur la joue, cadeau de Sayaka. 3 monstres des 8 grands démons, l'homme holothurie, l'homme astérie et l'homme menthe, discutent. L'homme holothurie affirme que la fille n'a pas l'épée. L'homme astérie confirme que c'est Yaiba qui l'a, même en se baignant. L'homme menthe taquine l'homme holothurie, disant qu'il a vu Sayaka nue. L'homme holothurie proteste qu'il n'a rien vu. L'homme astérie recentre la discussion sur la manière d'obtenir le Raijin, notant que la technique de Yaiba est simple et efficace. L'homme menthe suggère de trouver un moyen de neutraliser Yaiba sans tout détruire. Les 3 monstres élaborent une stratégie. L'homme astérie annonce qu'ils suivront le plan prévu. Au dîner, le manager organise un concours avec une récompense, un bain dans un bain secret. Yaiba, excité, propose à Sayaka de participer ensemble. La nuit, ils prennent part à un concours appelé la preuve du courage, dans un lieu semblant hanté. L'homme astérie, déguisé, effraie Yaiba et Sayaka, se présentant comme le maître des lieux. Il explique les règles, avancer sans s'arrêter ni reculer, et demande à Yaiba de laisser son épée, car elle est trop dangereuse. Yaiba, mécontent, s'énerve, mais Sayaka admet qu'une épée tranchante est risquée. L'homme astérie pense que Yaiba va laisser le Raijin. Yaiba place l'épée dans l'emplacement prévu, précisant qu'il ne doit pas la sortir. Yaiba et Sayaka avancent. L'homme menthe, déguisé en vieil homme sous une couverture noire, demande de l'aide. Yaiba répond qu'il ne peut pas atteindre ses épaules. L'homme menthe sort ses bras, menaçant de découper Yaiba. Pensant que Yaiba ne peut pas utiliser son épée, l'homme menthe est surpris quand Yaiba le frappe sur la tête avec le fourreau, le mettant hors d'état de nuire. Sayaka reproche à Yaiba de frapper les gens, même avec le fourreau. Yaiba rétorque qu'il n'a pas sorti l'épée. Sayaka s'excuse et l'entraîne plus loin. L'homme astérie, voyant l'homme menthe blessé, s'étonne qu'il tienne encore debout, mais l'homme menthe est inconscient, de la fumée s'échappant de sa tête. À la deuxième étape, l'homme astérie suit Yaiba et Sayaka, espérant que l'homme holothurie agira. L'homme astérie marche accidentellement sur l'homme holothurie, le réduisant en bouillie. L'homme astérie s'exclame qu'il l'a écrasé lui-même, mais continue de les suivre, déterminé pour le dernier round. Yaiba et Sayaka s'arrêtent devant un rocher avec une inscription demandant d'insérer l'épée dans un trou. Sayaka s'étonne qu'ils sachent qu'ils ont une épée. Yaiba insère son épée. L'homme astérie jubile, révélant qu'il est l'un des 8 grands démons d'Onimaru-sama. Sayaka, impassible, répond qu'ils sont habitués à ce genre de discours. Yaiba tente de retirer son épée, mais elle est coincée. L'homme astérie ricane, expliquant qu'il a rempli le trou de superglue. L'homme menthe et l'homme holothurie apparaissent, se présentant comme des grands démons. Ensemble, ils déclarent que Yaiba et Sayaka n'ont aucune chance. Yaiba tire de toutes ses forces sur l'épée. L'homme astérie, moqueur, saute pour attaquer, mais Yaiba arrache l'épée et le rocher entier, le projetant sur l'homme astérie. L'homme holothurie et l'homme menthe, choqués, restent bouche bée. L'épée est libérée, le rocher s'étant brisé. L'homme astérie, se relevant en boitant, déclare qu'ils n'ont plus le choix, Onimaru-sama les tuera s'ils rentrent les mains vides. Les 3 monstres se préparent à charger, mais l'endroit tremble. L'eau jaillit avec une pression énorme du trou laissé par le rocher, emportant les 3 monstres.
Sayaka suggère que le secret de la source thermale était peut-être cette eau. Miyamoto, regardant à travers le mur, espère voir quelqu'un se baigner. Les trois monstres, projetés par l'eau, traversent le mur et emportent Miyamoto. Plus tard, les monstres, couverts de bandages, paniquent en voyant Yaiba et les autres. Yaiba explique qu'ils les ont sauvés. L'homme Astérie, confus, s'étonne qu'ils les aient aidés après avoir essayé de les tuer. Sayaka répond que l'homme crapaud leur a dit qu'ils ne sont pas mauvais au fond, ce sont des gens bien. L'homme Astérie, l'homme menthe et l'homme Holoturi, ému, pleure, disant que cela ne sert à rien, Onimaru-sama les tuera s'ils rentrent les mains vides. Le crapaud intervient, suggérant qu'ils n'ont pas besoin d'y retourner, c'est leur vie, ils décident où la vivre. Yaiba ajoute que s'ils font encore des bêtises, il les fera frire et les mangera. L'homme Astérie et l'homme menthe annoncent qu'ils retourneront dans leur terre natale. Sayaka et les autres déclarent qu'ils iront sur l'île Ganryu. L'homme Holoturi s'exclame qu'il veut y aller aussi, demandant à les accompagner. Un drone de l'homme araignée observe tout, et Onimaru découvre la vérité. L'homme araignée, paniqué, prétend que c'est une partie de leur plan. Furieux, Onimaru détruit le toit du bâtiment et déclare qu'il n'aurait jamais pensé devoir invoquer le plus puissant des 8 grands démons. Un cercueil tombe du toit brisé, révélant un démon vampire. Il demande si Lord Onimaru l'a appelé. Onimaru, exaspéré, ordonne d'aller chercher le Raijin. Le démon acquiescé, en un clin d'œil, découpe le cercueil en morceaux, s'envolant en riant bruyamment, prêt à affronter Yaiba. Un autre jour, nous voyons Yaiba et tous les autres arriver dans une ville, dégustant des brioches. Là, nous apercevons Sayaka qui prenait des photos avec son téléphone pour les partager sur les réseaux. Soudain, ils entendent une voix, se taisent immédiatement, et l'homme crapaud se met à crier. Devant eux apparaît un homme qui se révèle être l'homme limace. Ce dernier, en riant, déclare qu'ils font erreur, qu'il n'est plus l'homme limace mais l'homme escargot. En effet, la limace avait mis un masque d'escargot sur lui, ce qui expliquait son nouveau nom. Yaiba, agacé, demande si c'est tout ce qu'il a. Il prend alors du sel et le saupoudre sur l'homme escargot en disant qu'il connaît son point faible. En un clin d'œil, l'homme escargot se réfugie dans sa coquille et, en riant, déclare qu'il savait que quelque chose comme ça allait arriver, c'est pour ça qu'il a apporté cette coquille. Miyamoto intervient alors, cette protection a un défaut, il l'empêche de bouger. Yaiba s'approche, utilise son épée et tranche l'homme escargot en deux d'un seul coup. Miyamoto, stupéfait, s'exclame que l'équipe d'Onimaru est remplie de spécimens comme lui. Yaiba, déterminé, répond que la prochaine fois, peu importe le monstre qu'Onimaru enverra, il les coupera tous avec son épée. C'est alors que le monstre de type Dracula, vu dans l'épisode précédent, arrive à une vitesse supersonique vers Yaiba et déclare qu'il ne pense pas que ce soit possible. Nous le voyons se déplacer à une vitesse incroyable et se tenir au sommet d'un bâtiment. En voyant sa puissance et sa vitesse, Miyamoto s'écrie que Yaiba doit reculer un peu, ce type est très dangereux. Le monstre se présente. Il est l'un des 8 grands démons d'Onimaru, et son nom est Bad Guy. Il commence à manger un repas, ce qui fait réagir Sayaka. Cela montre à quel point l'homme chauve-souris est rapide, Sayaka n'a même pas senti qu'il lui avait volé son repas. L'homme chauve-souris poursuit, disant que l'épée de la foudre appartient uniquement à Onimaru, et elle ne te va pas entre les mains de Yaiba. Furieux, il réagit à ces mots. L'homme chauve-souris continue. Avant que je ne te blesse, pourquoi ne me donnes-tu pas cette épée? Yaiba, provocateur, répond que s'il a le courage, il n'a qu'à venir la prendre, qu'il va le battre avec un seul coup de l'épée. L'homme chauve-souris réplique que c'est très bien, garçon, prépare-toi à subir ma punition. Yaiba se met en position de combat avec son épée, et nous voyons l'homme chauve-souris sortir également son épée. En un clin d'œil, grâce à sa vitesse supersonique, il tente de trancher Yaiba, mais ce dernier esquive l'attaque. En son fort intérieur, Yaiba pense, en riant, que c'est un jeu d'enfant pour lui. Mais l'homme chauve-souris se met aussi à rire, ce qui montre qu'il a l'avantage. Nous voyons l'homme chauve-souris utiliser ses ailes pour changer de direction dans les airs et se préparer à attaquer Yaiba. Ce dernier, choqué par cette manœuvre, est pris par surprise. L'homme chauve-souris profite de l'occasion et, avec son épée, tranche l'épaule de Yaiba. L'homme crapaud parvient à rattraper Yaiba de justesse. Gravement blessé, Yaiba s'exclame qu'il est un lâche, voler comme ça, c'est de la triche. L'homme chauve-souris répond que l'humain sans aile doit se taire. Yaiba, déterminé, dit à Shonosuke de lui montrer leur pouvoir. Shonosuke attrape Yaiba avec ses griffes, et Yaiba déclare qu'il a maintenant ses ailes. L'homme chauve-souris, impressionné, dit que c'est waouh, mais que voler seul ne suffira pas à le battre. En un clin d'œil, un combat aérien éclate entre eux. Miyamoto pense en son fort intérieur que ce l'homme chauve-souris est incroyablement rapide, il bloque les attaques comme si c'était un jeu d'enfant. Mais si Yaiba parvient à briser son système de défense, il aura une chance de le vaincre. Nous voyons Yaiba, en plein vol, tenter d'utiliser sa technique, mais il tranche une des ailes de son oiseau. Yaiba pense alors qu'il ne peut pas utiliser l'épée dans cet état. L'homme chauve-souris attaque de nouveau avec son épée, disant que s'il pense à tant de choses pendant le combat, comment va-t-il s'en sortir?
Il donne un violent coup de pied dans la gorge de Yaiba, qui s'écrase contre un bâtiment. Les deux combattants sont dans un état critique. L'homme chauve-souris, volant vers eux, déclare que le moment est venu de les éliminer. C'est alors que le maître des deux épées, Musashi Miyamoto, intervient, bloquant les attaques de l'homme chauve-souris avec son épée. Ce dernier demande qui il est avec ses compétences magistrales, qu'il le lui dise. Miyamoto, bombant le torse, répond qu'il est le plus fort de tous les temps, le plus grand de tous les héros, Musashi Miyamoto. L'homme chauve-souris, très excité, s'exclame que c'est waouh, monsieur Musashi, qu'il est tellement heureux de le rencontrer, que son cœur est en fait à l'idée de croiser le plus grand maître d'épée du Japon, mais qu'il devrait rejoindre son équipe. Le visage de Miyamoto pâlit de peur. L'homme chauve-souris profite de cet instant pour mordre le visage de Miyamoto, ce qui inquiète profondément les autres membres de l'équipe. Miyamoto recule rapidement et reste silencieux, sans faire un bruit. En attaquant l'homme chauve-souris, Miyamoto se transforme lui-même en monstre, ce qui terrifie l'homme crapaud et les autres. Yaiba reprend conscience et, en regardant devant lui, voit que l'homme chauve-souris a transformé Miyamoto, l'homme crapaud et d'autres en monstres, prêts à attaquer Sayaka. L'homme chauve-souris ordonne de lui donner cette jolie fille. Kagetora, paniqué, fait signe à Sayaka de partir d'ici, qu'il s'occupe de tout. L'homme chauve-souris donne l'ordre à ses sbires d'attaquer. Miyamoto s'en prend à Sayaka, mais Yaiba intervient, repoussant Miyamoto d'un coup de pied en criant qu'il est un vieux pervers. Shonosuke vole alors vers eux, emportant Yaiba et Sayaka loin de la zone. Yaiba dit à Kagetora de rester sain et sauf jusqu'à son retour. Mais l'homme chauve-souris les poursuit en volant au-dessus d'eux, disant qu'ils ne peuvent pas lui échapper. Il attaque depuis l'arrière, et bien que Shonosuke s'enfuit à toute vitesse, l'homme chauve-souris le suit de près, tranchant des bâtiments avec ses ailes. Alors qu'il s'apprête à attaquer avec son épée, Shonosuke anticipe et jette Yaiba et Sayaka en bas, esquivant l'attaque. Un combat aérien éclate entre Shonosuke et l'homme chauve-souris. Yaiba, en tombant, attrape la main de Sayaka, la serrant dans ses bras et lui disant de ne pas s'éloigner de lui. Ils tombent ensemble dans l'eau. L'homme chauve-souris réapparaît et déclare que c'était une belle tentative de fuite. Mais Shonosuke a également été transformé en monstre par l'homme chauve-souris. Ce dernier ajoute qu'il est l'homme chauve-souris, qu'il récupérera l'épée de la foudre, c'est certain. Yaiba et Sayaka se tiennent sur un pont. Yaiba dit à Sayaka qu'il croit qu'il faut utiliser la perle maintenant, que c'est la seule chose qui peut le vaincre. Sayaka refuse et répond que s'il perd à nouveau le contrôle, cette fois, personne ne pourra l'arrêter. Yaiba insiste, alors dis-moi, comment allons-nous battre ce monstre? L'homme chauve-souris arrive à ce moment-là et déclare qu'il les a enfin trouvés, qu'ils ne peuvent pas lui échapper, qu'ils doivent lui donner l'épée de la foudre comme un gentil garçon. De nombreux monstres encerclent le pont, piégeant Yaiba et Sayaka. Dès que l'homme chauve-souris donne l'ordre, tous les monstres se ruent sur Yaiba, qui les repousse un par un. Alors qu'il s'apprête à utiliser son épée, l'homme chauve-souris l'attaque et l'envoie loin. Yaiba est en très mauvais état, et les autres monstres les entourent, prêts à attaquer. L'homme chauve-souris dit alors que la jolie fille ne peut pas lui échapper, que son voyage s'arrête ici. Mais Kagetora surgit, écrasant les monstres et se dirigeant vers eux. L'homme chauve-souris commente qu'on dirait que Musashi et le reste de l'équipe n'ont pas pu retenir ce tigre, jusqu'où comptes-tu fuir? Yaiba et Sayaka montent sur le dos de Kagetora. Sayaka demande à Yaiba où ils vont. Pendant ce temps, Musashi et les autres monstres se mettent à chercher Yaiba, Sayaka et Kagetora. Alors que Yaiba et les autres se dirigent vers la maison où ils se cachent. Sayaka, observant depuis la fenêtre, entend Yaiba lui demander comment elle trouve ce costume. Il réalise alors que l'homme chauve-souris monte les escaliers vers eux. L'homme chauve-souris, en montant, ouvre une porte et entre dans une pièce remplie de costumes de samouraï. Il s'approche d'un costume et l'observe attentivement, puis dit que ça suffit, ce jeu de cache-cache. Il tranche un mannequin de samouraï avec son épée. Sayaka surgit de là, terrifié, mais Yaiba se lève derrière elle et crie qu'il est ici. Sans perdre une seconde, l'homme chauve-souris attaque avec son épée, tranchant Yaiba en deux. Cependant, l'homme chauve-souris est surpris, la partie inférieure est Kagetora, et la partie supérieure est Yaiba. Profitant de l'occasion, Yaiba lance une attaque surprise sur l'homme chauve-souris, brisant ses lunettes de soleil et faisant couler du sang. L'homme chauve-souris, furieux, s'écrie qu'il ose. Yaiba, essoufflé, pense qu'il aurait dû utiliser sa technique d'épée tourbillonnante. L'homme chauve-souris hurle qu'il a osé casser ses lunettes préférées, qu'il l'a vraiment mis en colère. En un clin d'œil, l'homme chauve-souris disparaît et réapparaît derrière Yaiba. Avant que Yaiba ne puisse réagir, l'homme chauve-souris le projette au loin d'un coup d'épée. Yaiba parvient à esquiver partiellement l'attaque et commence à grimper sur le plafond, mais l'homme chauve-souris est déjà là, l'attendant. Alors que Yaiba tente d'attraper son épée, il réalise qu'elle n'est plus là. L'homme chauve-souris déclare que c'est la fin pour lui. À ce moment, Sayaka, à l'intérieur de la maison, remarque l'épée. Elle essaie de la soulever, mais n'y parvient pas, se demandant comment Yaiba peut manier une épée aussi lourde. Kagetora prend alors l'épée avec ses dents, fait monter Sayaka sur son dos, et se dirige vers Yaiba. Devant eux, l'homme crapaud et les autres monstres se préparent à attaquer. Kagetora bondit,
écrasant la tête de chaque monstre en sautant pour avancer. Alors qu'il monte les escaliers, Miyamoto tente de les attaquer, mais Sayaka et Kagetora s'abaissent, et Miyamoto glisse, s'écrasant contre un mur, révélant qu'en plus d'être un zombie, son intelligence est devenue très limitée. L'homme chauve-souris, armé de son épée, lance une violente attaque sur Yaiba, qui esquive tant bien que mal. Leur combat est intense. Yaiba entre dans la maison, et l'homme chauve-souris, le suivant, déclare qu'il l'avait surestimé, qu'il n'est pas aussi compétent qu'il le pensait. Yaiba, désemparé, se retourne et voit Kagetora arriver avec l'épée et Sayaka. Kagetora lance l'épée de foudre à Yaiba, qui l'attrape et dit que maintenant, ils peuvent commencer le combat. Alors qu'il s'apprête à utiliser l'épée, l'homme chauve-souris lance une boule de fer noir qui se fixe sur la pierre de l'épée de foudre, empêchant Yaiba de l'activer. L'homme chauve-souris ricane que cette boule ne partira pas si facilement, qu'elle ne fondra qu'à la lumière du soleil, qu'on dirait qu'il a gagné ce combat. L'homme chauve-souris disparaît et, avec sa vitesse supersonique, attaque à nouveau Yaiba avec son épée. Yaiba esquive l'attaque, mais la force est si puissante qu'il traverse le plafond. Il continue à se battre sur les poutres en bois au-dessus, échangeant des coups d'épée. Yaiba se rend compte qu'il est coincé, sans espace pour reculer. L'homme chauve-souris profite de l'occasion, prépare une attaque puissante et frappe Yaiba, qui traverse à nouveau le plafond et tombe. L'homme chauve-souris s'approche et dit que c'est fini. Yaiba murmure qu'il va le tuer. Sayaka, voyant cela, panique et crie d'arrêter. Soudain, une lumière intense frappe le visage de l'homme chauve-souris, qui hurle au mon Dieu. Sayaka, choquée, réalise que cette lumière provient de la perle qu'elle porte autour du cou. En regardant vers la fenêtre, elle voit la lumière du soleil frapper la perle, qui amplifie la lumière et la projette directement sur l'homme chauve-souris. Dehors, le soleil se lève, signifiant l'arrivée du matin. Yaiba, inspiré, attrape l'épée de la foudre et commence à trancher la maison entière, faisant glisser l'épée contre les murs. En un clin d'œil, le toit de la maison se coupe en deux et s'effondre. Sayaka s'exclame que c'est impossible. La lumière du soleil inonde l'homme chauve-souris, qui hurle de douleur. La boule de fer sur l'épée de foudre fond sous l'effet de la lumière. L'homme chauve-souris, désespéré, dit qu'il est fini. Yaiba saisit l'occasion et utilise son épée avec une force incroyable, tranchant l'homme chauve-souris en deux. En un instant, l'homme chauve-souris se transforme en cendre, et son pouvoir s'évanouit, le ramenant à l'état d'une chauve-souris normale qui s'envole. Sayaka, folle de joie, enlace Yaiba. Ce dernier, s'éloignant, dit qu'il n'a pas de temps pour les filles pour l'instant. Ils retournent tous au village, où Miyamoto et les autres redeviennent normaux. Yaiba, oubliant de manger, se consacre à un entraînement intensif. Miyamoto commente qu'il a peut-être réalisé qu'il doit devenir encore plus fort. Yaiba, en s'entraînant, pense qu'il doit devenir encore plus fort.